Alors, en route pour la démonstration. On revient à la démonstration. Donc, x bar i, j'esquisse la démonstration, minimise f de xi et de ce que je vais baptiser mni. Donc, c'est minimise f de point, c'est par rapport à cette variable que l'on minimise, ou mni, c'est essentiellement la même mesure qui est là, à ceci près que je n'ai pas le xi dedans. C'est 1 sur n-1, somme sur j différent de i, somme sur j différent de i, oui, de delta x bar n j. En d'autres termes, delta x bar i est un point de minimum de la forme linéaire intégrale de f de y mni, f de y dy. Donc, c'est-à-dire, je regarde ce problème de minimisation. Bon. Ensuite, quelle est la remarque que je peux faire? C'est que la distance entre mni et mn est toute petite, indépendant de où sont les points. Parce que c'est essentiellement tous les mêmes points, sauf le xim, ça c'est du 1 sur n-1, et puis les autres, c'est pas le même poids, c'est 1 sur n sur 1 sur n-1, mais là la différence c'est du 1 sur n2. J'en ai n-1, mais c'est du 1 sur n2. Donc, quelle que soit la distance, je ne vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais quelle que soit la distance raisonnable que vous puissiez mettre, on voit bien que cette distance est effectivement petite. Donc, toutes les distances dont je parlerai par la suite marchent très bien là-dessus pour dire que d de mni, mn, tend vers 0 quand n tend vers l'infini, uniformément en i. J'ai ici une fonction qui est continue par rapport à P2. Donc de remplacer mni ou de remplacer mn, ça change très peu le coefficient de la forme linéaire et donc très peu le point de minimisation, la borne inférieure. Donc ceci, quand n tend vers l'infini, est très semblable à l'inf sur P2 de l'intégrale de f de y et de mn, petit f de y. Et puis comme c'est une forme linéaire, l'ensemble des points de minima est un ensemble convexe. Donc en d'autres termes, mn est elle-même très proche d'être quelque chose qui minimise la forme linéaire qui est là. En d'autres termes, je vais être beaucoup plus précis, f de y de mn est semblable, quand n tend vers l'infini, est semblable à l'infimum sur tous les P2 de l'intégrale de f de y et de mn pour f. Pourquoi? Simplement, c'est vrai pour un delta xi bar. Ceci est indépendant de i, donc c'est vrai pour la somme des delta xi bar divisé par n. Ça ne change rien. C'est en fait la linéarité qui fait ça. Et puis là, maintenant, je peux passer à la limite. Je peux passer à la limite quand n tend vers l'infini.
je suis peut-être allé un peu vite là, je vais écrire ce que je viens de dire oralement. Ce serait quand même dommage de rendre une affaire simple compliquée. Donc, ligne intermédiaire. Le semblable, c'est simplement dire que la différence, quand n tend vers l'infini, tend vers 0. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que l'intégrale de f de y et de mn delta x bar i, n, il y a des n partout, est semblable quand n tend vers l'infini à l'infimum de p de e sur de l'intégrale de f de y mn f. Là, c'est pour tous les petits f dans p de e, pour tous les petits f dans p de e. Vous voyez maintenant que comme ceci est indépendant de i, je peux effectivement rentrer une somme de i égale 1 à n et de diviser par 1 sur n. J'ai n erreurs, toutes petites. Elles sont toutes, oui, elles sont, bref, elles sont petites pour chacune d'entre elles. Donc, ces erreurs, ben, vous les sommez, vous divisez par n, ça reste toujours une erreur petite. Et ça, par définition, c'est mn. Donc, ceci entraîne que l'intégrale de f de y mn est semblable quand n tend vers l'infini à l'infimum sur tous les f dans p de e de l'intégrale de f de y mn f. Et puis là, maintenant, on va passer à la limite quand n tend à l'infini en se servant d'une part de la continuité et d'autre part de la compacité. Donc là, on est arrivé à quelque chose de totalement standard. C'est là où il y a extraction d'une sous-suite. Donc, je peux toujours, à une sous-suite près, supposer que Mn converge faiblement vers un M. Grâce à la continuité f de point et de Mn, converge uniformément dans ces deux vers f de point et de M. Ça, c'est la continuité. On est sur un espace compact, E croix P de E est compact, donc continu, entraîne continuellement, uniformément continu. Donc, on a cette propriété, ce qui veut donc dire que là, si j'ai convergence faible, comme ici, sur cette partie-là, j'ai convergence uniforme. Bien, cela veut bien dire que là, je peux passer le premier terme, je vais réécrire les choses, de f de ymn, mn, semblable à l'infimum, en n tend vers l'infini, de tous les f dans P2. F de y, m, petit f, et c'est un n ici. Donc, ceci converge quand n tend vers l'infini vers l'intégrale de f de y et de m, m. Ceci, pour la même raison, parce que le coefficient directeur converge uniformément, donc les formes linéaires sont uniformément proches sur le compact qui est P2E. Ceci converge quand n tend vers l'infini, vers l'infimum pour les f dans P2E de l'intégrale de f de y et de m, f. Et comme c'était semblable, à la fin, on a égalité. Et c'est précisément la formulation équivalente des Minfield Games. C'est encore une autre manière d'écrire les choses, c'est qu'on veut que M vérifie cette équation. Bon, vous voyez, donc démonstration, somme toute, très simple.
Bon, il faut avoir on a le bon cadre de travail. Et puis après, on y réfléchit tranquillement sans se faire de nœuds au cerveau, suivant mon expression favorite. Voilà l'essentiel de la démonstration, mais qui quand même nous dit, c'est les Min-Field Games capturent toute l'information de tous les points de Nash en n tend vers l'infini. Alors j'ai dit qu'il y en avait toujours qui étaient aberrants, alors qu'en n tend vers l'infini, est-ce que ça peut se simplifier? La réponse, ça va être oui. Même s'il y a n fixé, on peut en avoir des aberrants. Mais les aberrants ont tendance, suivant les coefficients, à glisser, si on fixe C, pour avoir des équilibres aberrants. Si on prend un C positif, quand on rentre vraiment dans les détails, on s'aperçoit, c'est comme des diagrammes de bifurcation, on s'aperçoit que les équilibres aberrants ne sont possibles que si C est de plus en plus grand. Le fait que C soit fixe fait que, au fur et à mesure, ça va gommer tous les équilibres aberrants. Donc, il y a vraiment un processus de simplification qui est en cours. Bon, comme je ne veux pas passer des heures et des heures, hein, mais on pourrait passer, je pourrais faire presque un cours entier, rien que sur cet aspect d'optimisation. Hein. Mais c'est moi qui... Je pense que vous ne survivriez pas, mais moi non plus. Donc on va pas trop en faire et on va rester à des choses, à regarder un peu ceci. Je reviendrai à des problèmes d'optimisation pour vous parler de bulles spéculatives. C'est un joli problème d'optimisation. Oui, puis c'est à la mode. Comment l'influence du classement crée de la spéculation et des bulles spéculatives. Bon. Alors, on verra que c'est... je voudrais vous signaler aussi que tout ce que je vais vous raconter contient, comme cas très très particulier, là c'est pour les gens qui ont une formation d'économie mathématique, tout cet aspect d'optimisation et de programmation linéaire qu'on appelle la théorie de l'équilibre général en économie. C'est un cas très très particulier de tout ce que je vais vous raconter, et notamment d'un principe d'efficience que je mentionnerai dans un instant. Bon, donc on retombe quand même sur des considérations assez même avec un exemple trivial d'occupation comme ceci, ça contient déjà des choses relativement amusantes du point de vue économique. Alors, on va se concentrer sur l'aspect mathématique, d'autant plus que je ne voudrais pas vous faire croire que je suis devenu un expert en économie. J'intuite un certain nombre de choses, c'est tout. Solution de Min-Field Games, il ne nous reste plus qu'une chose, c'est à comprendre ces solutions. Alors, ce théorème nous dit une chose. Il nous dit déjà qu'il en existe. Oui, à part que je n'ai pas démontré qu'il existait des points de Nash. Alors, en fait, il en existe, ne serait-ce que par un argument de compacité, de points fixes. Il en existe aussi parce que la démonstration que je viens de faire marche aussi avec les notions d'équilibre de Nash, je ne sais plus comment on dit, relaxé, enfin c'est... pardon? Oui, stratégie mixte, oui. Donc suffisamment convexifié pour qu'il n'y ait plus de problème d'existence. Donc, en résumé, on va considérer que cette démonstration prouve que l'existence est OK. Fondamentalement, pensez quand même que vous avez ici, grosso modo, une application dans un convexe compact, une application dont vous cherchez un point fixe et que ça suffit en vertu de gros théorèmes. Bon, alors il faudrait qu'on soit un banard, on est dans un espace métrique, enfin bon. Mais fondamentalement, l'existence ne pose pas de problème et découlera, c'est très très simple à démontrer par les techniques de DP. Mais enfin bon, peu importe. Je n'ai pas spécialement envie d'utiliser un théorème topologique pour parler de l'existence. Donc une manière de construire ça, c'est effectivement de passer par des équilibres de Nash relâchés, stratégie mixte, comme Guillaume me rappelait le vocabulaire consacré. Bon,
Mais la vraie question là-dedans, alors l'existence est OK, attention là-dedans, l'existence est OK si F est dans C de E croix P de E. C'est-à-dire dans l'exemple que je regardais, qui est encore affiché ici, qui est encore écrit ici, ça correspond à delta strictement positif. Si je prends delta égale à 0, je peux passer à la limite quand delta tend vers 0, en tout cas si f est une fonction croissante. Si f est une fonction décroissante, c'est plus compliqué. Donc on peut analyser ce qui se passe, ou s'en tirer suivant la force de la décroissance en disant les positions sont un peu aléatoires aussi. On peut rajouter un peu d'aléa. On ne sait pas exactement où on est. Donc c'est le même problème de la plage, mais maintenant tout le monde a bu avant d'aller à la plage. Bon, ça c'est toujours la difficulté là, pour delta égale à 0 toujours. Ça c'est des difficultés de force. Et je repréciserai ça dans un petit instant. Alors, sur l'unicité, on va tout de suite voir qu'il y a un problème si C est négatif ou nul. Et je vais prendre delta égale à 0, mais la réponse, ça va être non. Alors, on peut aller beaucoup plus loin que ça, que les petits exemples que je vais vous donner. Donc, C négatif, delta égale à 0, ça veut dire qu'on mesure combien il y a de gens à un point, et que le fait que ce nombre soit grand est attractif. On a envie qu'il y ait beaucoup de monde, c'est les ados, c'est les moutons. C'est évident, on forme une masse de Dirac. Tout le monde entassé les uns sur les autres. Ça s'appelle une masse de Dirac quand même. Bon, et cette masse de Dirac, où est-ce qu'elle est, les équilibres de Minfield-Game. Alors si je prends alpha égale à 1, c'est-à-dire que mon critère, c'est f de y moins c, non, c'est f0 de y moins cm de y. Moins c, enfin c est négatif, c'est plus c toujours. Bon, ça, c'est pas très compliqué de se dire que c'est n'importe quelle masse de Dirac, par exemple, en x où x est un point de minimum de f0, est un équilibre de Minfield-Game. Parce que là, tout ceci à être interprété, mais vous comprenez de ce dont il s'agit. Là, ça fait un critère qui est moins l'infini en ce point-là, donc on ne peut pas faire mieux. Et si vous avez plusieurs minima, vous avez donc plusieurs équilibres de Minfield-Game, qui sont tous les points également intéressants pour les préférences. Tout le monde s'entasse au même endroit, mais il peut y avoir plusieurs endroits qui sont aussi intéressants l'un que l'autre. Et donc, il y a non-unicité, et je vous avais signalé d'ailleurs ça il y a fort longtemps, en vous parlant de mode. Oui, il faut quelque chose de plus. Il faut que les gens se mettent d'accord pour choisir l'endroit où ils vont tous s'entasser. C'est exactement ce que font les ados avec les téléphones, avec les factures de téléphone portable qui explosent. Parce qu'il faut absolument savoir où on va tous se retrouver tout à l'heure. Donc, ce phénomène de mode que l'on peut aussi observer avec les vacances des classes privilégiées, Saint-Tropez, puis l'île de Ré. Apparemment, Biarritz semble être le coin qui monte depuis quelques années. On est dans une phase de transition
de l'île de Ré à Biarritz, j'ai l'impression. Ça prend un certain temps. D'ailleurs, au-delà de la théorie des champs moyens que je suis en train d'expliquer, on voit bien qu'il y aura d'autres étapes par la suite. Il y aura d'autres étapes qui seront les grandes déviations, les théorèmes centrales limites, parce que ça, c'est une loi des grands nombres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être sur les fluctuations autour d'un équilibre de champ moyen. Ça sera sur les probabilités de s'écarter d'un équilibre de champ moyen. Et puis, au-delà du champ moyen, si on suit le parcours de la physique statistique, il y aura les changements de phase. Mais alors là, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, il y a un problème d'interaction faible, pas au sens de la physique nucléaire ou de la physique du catalogue des forces connues dans la nature, mais réellement dans cette histoire de dépendance faible. Bon, là, j'ai pas trop le temps de rentrer là-dedans, mais le basculement d'une face à l'autre, si on zoome dans cette partie-là, va exiger que l'on regarde des interactions plus fortes, parce qu'à ce moment-là, à la limite, un joueur peut vous faire basculer d'une situation à l'autre, si on zoome réellement. Donc ça change beaucoup la problématique, donc on ne sait pas du tout encore comment on va approcher ce type de modélisation. Et d'ailleurs, même les histoires du théorème central limite, les fluctuations autour d'un équilibre de champ moyen, c'est quand même beaucoup plus compliqué parce qu'on est en théorie des jeux. Donc, tout ceci, déjà avec les Minfield Games, il y a tellement de questions ouvertes, mais je suis prêt à parier que dans quelques dizaines d'années, on aura compris effectivement d'autres éléments. Et ces histoires de changement de phase, je vais vous donner l'exemple des modes, hein, c'est essayer de modéliser ce basculement d'un point à l'autre. Bon, alors on n'en est pas là, on revient sur Terre. Où en est-on? Là, je vous ai simplement donné à travers un petit exemple. Je vous ai simplement donné à travers un petit exemple le fait que l'unicité n'est pas toujours vraie, en tout cas lorsque c'est négatif. L'unicité est-elle vraie lorsque c'est positif? Alors là, la réponse est oui. Donc maintenant, je voudrais passer à la liste des points. Donc ça, le point petit a, c'est effectivement l'existence. Le point petit b, c'est la non-unicité. Donc là, c'est la non. Le point petit c, c'est quand est-ce qu'on a l'unicité. Alors, je ne prétends pas que ça soit un critère, que ce soit le seul cas d'unicité. Je reviendrai beaucoup plus tard sur ces questions d'unicité. On verra qu'il y a deux régimes différents, mais en stationnaire, je n'en connais pas d'autres, à moins de faire du cas par cas. Parce que vous voyez même que dans ce cas c'est négatif, modulo cette petite ambiguïté sur qu'est-ce que ça vaut la masse de Dirac en le point où la masse de Dirac est concentrée. On sent bien que s'il y a un seul point de minimum ici, il y a quand même un minimum unique là, entre guillemets. Bon, donc il peut y avoir d'autres régimes, mais que l'on étudie cas par cas. Alors, l'unicité, c'est donc un autre théorème. Il existe une unique solution de MFG si F est strictement monotone dans L2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ce que ça veut dire précisément, c'est que l'intégrale de f de x et de f1 moins f de x et de f2, ça, c'est une fonction continue de x, que j'intègre contre la mesure signée df1 moins f2. Ceci doit être strictement positif si f1 est différent de f2.
démonstration est quasiment triviale dans le cas stationnaire. En fait, c'est un cas très particulier de résultats d'unicité généraux dans des cadres beaucoup plus complexes. Mais la démonstration est quasiment triviale. Parce qu'il suffit de dire que si F1 et F2 sont deux équilibres différents, solution de MFG, mais il suffit de rappeler que l'intégrale de f de x de F1 est inférieure ou égale à l'intégrale de f de x F1 et F2, parce que ça, c'est le point de minimum, et que l'intégrale de f de x de F2, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, est inférieure à l'intégrale de f de x et de F2, parce que F2 est aussi fois F1, parce que F2 est aussi un équilibre de Minfield-Game. Vous faites la différence et fin de la démonstration. Voilà, donc c'est tout bête, et on retrouve d'ailleurs des histoires d'efficience de Pareto, ce sont des démonstrations très classiques, des structures assez classiques là-dedans, mais en fait, totalement généralisées par l'abstraction avec les mesures de proba. Et donc, ça devient très très simple. Fin de la démonstration. Alors, le dernier point que je veux mentionner ici, parce que ça va nous permettre de résoudre le problème, c'est un principe d'efficience, de décentralisation, de coordination, peu importe comment vous voulez l'appeler. Qui consiste à dire que là, on avait affaire à tout un tas d'acteurs qui ont une sorte de... qui ont apparemment un certain libre arbitre et qui donc choisissent leur position au mieux. Mais tout ceci peut être quand même vu dans un cas particulier, donc principe d'efficience, comme s'ils avaient tous obéi à un grand organisateur qui optimise un critère qui lui est propre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va supposer que le F, et j'emploie le mot F un peu à dessein, comme si c'était une force, on va supposer que F de x et de m, que cette force dérive d'un potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce bazar-là? Ça veut dire que c'est la différentielle de phi d'une certaine fonction définie sur, par exemple, les mesures de proba. Alors, différentiel, j'ai passé beaucoup de temps l'an dernier sur le calcul différentiel et je vous en reparlerai la semaine prochaine avec un résumé et une simplification. Là, c'est vraiment différentiel formel. On fait des petites variations, on ne se fait pas de choses très compliquées en disant cela. Le mieux, c'est que l'on regarde de quoi il s'agit. Alors, la différentielle, pensez qu'on est dans les mesures bornées, on regarde sur l'espace de Banach, on jette un voile pudique sur les différences L1, mesure, etc. Donc, phi' de m, lorsque je fixe m, c'est une fonction. Un élément du dual qui est les fonctions continues. Donc, la dérivée en un point, c'est une forme linéaire. Si phi est une fonction scalaire, c'est une forme linéaire, donc c'est une fonction continue. Si j'oublie que ce sont des mesures de proba, je dis que ce sont des mesures. C'est une fonction sur les mesures bornées. On met un point virgule, fonction continue. Bon, on peut se demander quand est-ce que c'est, dans certains cas, c'est la différentielle d'une fonction grand phi, qui a priori va de P de E dans R. Alors, exemple. On
revient toujours à notre exemple qui est là-bas, à savoir f de y. Oui, j'aurais d'ailleurs dû dire, excusez-moi, c'était ça, allez, stop, j'arrête, je reviens, je rembobine. Et non, c'est pas vous, c'est moi. Hein. Donc, je rembobine et j'ai oublié de dire quelque chose là. C'est évidemment, cette hypothèse est vérifiée dans l'exemple que je donnais. Je reviens toujours en arrière. L'exemple à delta égale à 0, f0 de y plus c fois m de y, hein, c'est ça l'exemple. Ou f de m de y pour être plus spécifique, avec un petit f qui est une fonction strictement croissante. En effet, vous voyez que le f0 s'élimine, et vous avez f de m1 moins f de m2 multiplié par m1 moins m2, et dire que f est strictement croissante, c'est bien dire que ceci est strictement positif. Donc, l'aversion à la foule, c'est l'unicité. Aversion entraîne unicité. Si effectivement les gens sont raisonnables, c'est qu'ils veulent s'éviter, entraîne unicité. Et ça, c'est très spectaculaire, parce que même quand n tend vers l'infini, l'aversion n'entraîne pas l'unicité. Si n n'est pas infini, il n'y a pas du tout unicité des équilibres de Nash. Or, ça ne nous dit pas comment le trouver. Alors, pour le trouver, et puis pour réfléchir un peu plus aller encore un peu plus loin dans des propriétés satisfaites par ces solutions de MFG, j'en arrive au principe d'efficience. Pour l'instant, là, je viens de finir avec un truc que j'avais quand même oublié, à savoir l'unicité. Donc, je reviens en arrière. Un principe d'efficience va être déterminé dans ce cas particulier. Alors, dans l'exemple qui est grand f de y, grand f0 de y, pardon, plus un f de m de y, je reviens toujours à cet exemple, la fonction phi de m, quelle est-elle? Eh bien, phi de m, c'est l'intégrale de f0 fois m plus grand f de m, où grand f est la primitive de petit f. Ça fait beaucoup, alors je vais appeler g, parce qu'il y a quand même beaucoup de f. Hein. Donc, g' égale petit f. Exemple, si vous prenez petit f égale c fois m, donc f de t égale c fois t, la minimisation en question, enfin la fonction en question, le phi, c'est l'intégrale de f0m plus c sur 2 m carré. Effectivement, lorsque vous dérivez la différentielle formelle de cette expression, vous créez, ça c'est une forme linéaire, là vous avez f0, et là comme c'est l'intégrale de g de m, eh bien ça vous fait g' de m. C'est la différentielle de cette fonctionnelle. Bon, enfin, la dérivée de l'intégrale de m carré, bah, c'est m. Bon, alors la proposition est évidemment totalement élémentaire. Première partie, c'est que tout minimum m, ou point de minimum m, de phi sur P de E, réseau MFG, et si f est strictement monotone, ce qui est équivalent à dire que phi est strictement convexe. Surtout si je ne définis pas ce que ça veut dire strictement. Alors, la solution de MFG est l'unique point de minimum de phi sur PDE. Alors on va essayer d'un peu commenter ce résultat, même si la démonstration est quasiment immédiate. Hein.
Donc, ce que cela veut dire, c'est qu'on a, dans un cas de figure, si on fait cette hypothèse, un principe de minimisation globale qui détermine les équilibres. Ou qui détermine un équilibre, bien sûr. Lorsqu'il y a unicité, on l'a entièrement déterminé. Alors ça, on va s'en servir dans un instant pour trouver explicitement les solutions. C'est un principe comme de minimisation d'énergie, si vous voulez. Hein. Phi, c'est une sorte d'énergie. Comme si c'était tous nos acteurs dotés de libre arbitre étaient de vulgaires particules qui obéissent à des lois qui leur sont imposées. Donc ça, c'est un effet de coordination. On a un équilibre où tous les joueurs se coordonnent et en fait atteignent un état qui est globalement optimal par rapport à un critère qui n'est pas simplement obtenu à partir des critères de chacun des joueurs. Hein. Ce n'est pas les mêmes critères. C'est un autre critère. Pour un autre critère, on a un point de minimum. Bon. C'est aussi, à contrario, un principe de décentralisation, parce que si on regarde le problème de minimiser une expression comme ceci, alors l'état que l'on obtient peut être obtenu par des équilibres avec des joueurs, correspondant aux critères incitatifs que l'on peut ainsi construire. On peut s'en servir dans les deux sens. Hein. Soit on a en tête de se dire on veut que la collectivité ressemble à une telle configuration et on peut se servir d'incitations qui sont les FI pour atteindre cet état, ou les incitations conduisent à un état qui est caractérisé par ce principe d'optimisation. Bon, bref, tout ça, c'est des mots que l'on peut plaquer sur une proposition, mais ça va quand même un peu au-delà de ces mots-là, parce qu'il y a plein d'applications possibles, surtout quand on va compliquer ceci en mettant une variable temporelle dedans, ou une certaine incertitude spatiale. Donc dès qu'on va un peu compliquer le cadre, ce que je viens de dire, ça ne devient pas aussi bébête qu'il n'y paraît. Bon. Démonstration, toujours, c'est aujourd'hui, hein, c'est un tour de chauffe. J'ai pris à dessein les choses les plus simples que je pouvais imaginer. Et plus simples que ça, c'est difficile. Sur la première étape, tout minimum M de phi sur P de E résout MFG, bah oui. C'est la définition des inéquations de L'Euler-Lagrange. En un point de minimum, on n'a que phi' de M, l'intégrale de phi' de M, f moins M, positif ou nul, quel que soit f dans P de E. P de E, c'est un ensemble convexe. Ça, c'est l'inéquation de L'Euler-Lagrange, l'équation d'Euler, associée à ce principe de minimisation. Et ce que vous avez au-dessus, c'est Minfield-Gabe. Donc, immédiat. Et puis, s'il y a unicité, il y a unicité. Hein. Bon, on a déjà vu que strictement monotone entraînait l'unicité, et strictement monotone, bref. Donc, non seulement il y en a un qui est obtenu par minimisation, mais c'est le seul. C'est aussi un cas, le cadre convexe est aussi un cas où l'inéquation de l'air est une condition nécessaire et suffisante d'optimalité. Donc tout ceci, c'est des considérations élémentaires d'optimisation. Donc vous voyez qu'on a mis un cadre global sur ces problèmes qui fait qu'on peut se servir d'outils mathématiques très simples et obtenir des caractérisations sur l'unicité, la caractérisation par optimisation. Alors, dans les quelques minutes qui me restent, on va pouvoir enfin trouver les équilibres.
Donc, servons-nous du principe de minimisation, phi de m. Et donc l'intégrale de f0m plus ce que j'ai baptisé g de grand M avec g' égale petit f. F strictement croissante, de sorte que l'on sait qu'il existe un unique point de minimum. Quel est-il? Nous devons minimiser ceci sur tous les m dans P de E. Alors, P de E, qu'est-ce que c'est, les mesures de proba? C'est des fonctions qui sont positives ou nulles, entre guillemets, et dont l'intégrale vaut 1. Et donc, maintenant, on va écrire les équations d'Euler-Lagrange pour ce système de contraintes d'égalité et d'inégalité, Kuhn-Tucker, si vous voulez. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que la dérivée, j'ai une contrainte d'égalité est égale à un multiplicateur de Lagrange, puis j'ai une contrainte d'inégalité. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit que f0 plus g', c'est mon f de m, est égal à lambda là où m est strictement positif. Alors, il faut faire un peu attention à ce que ça veut dire. Et que c'est supérieur ou égal à lambda. Ou inférieur ou égal, je ne sais plus, là je fatigue. Moins lambda f moins m, là où est égal à 0, supérieur à lambda, là où m est égal à 0. Bon. Et lambda étant un réel. La solution, la voici. Donc je peux toujours normaliser f pour que f de 0 soit 0. Parce que ça ne change dans g qu'un facteur linéaire et que l'intégrale de m, ça vaut 1. Donc ça ne change rien à la minimisation. Et bien dans ce cas-là, vous voyez que m, c'est f moins 1 de lambda moins f0. Et puis vous mettez la partie positive. Et c'est gagné. Donc voici, petit m égale f moins 1, c'est un grand f0, pardonnez-moi. F moins 1 de lambda moins f0 plus, et je dois trouver lambda tel que l'intégrale de m soit égale à 1. Regardons à quoi ça ressemble. C'est des équilibres comme ça avaient été trouvés il y a très très longtemps par Chandrasekhar. C'était pour les équilibres de masse fluide en rotation. C'était exactement où les vortex rings, les anneaux de vorticité, sont des... Tout à coup, il y a Daniel qui dit « Ah oui, ça me rappelle vaguement des choses. » Oui, j'avais travaillé sur ces trucs-là il y a très très longtemps, dans les principes d'optimisation. Mais en fait, il y a une analogie, mais c'est bon. Point trop, non faux. Ce n'est pas un hasard. Alors, c'est pas complètement inintéressant de regarder à quoi ça ressemble. Alors, je vais faire un truc simple. Je vais prendre f0 égale x2. Alors, pourquoi x2 vous pensez au glacier. À la buvette pour Daniel, pardon, c'est facile. Donc, d'abord, si on n'est pas trop loin, ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, on peut quand même faire 10 mètres. Enfin, Guillaume, c'est difficile, mais on peut quand même faire 10 mètres. Bon. En revanche, surtout s'il fait très chaud, donc assez plat près de 0. Puis ensuite, croissant beaucoup plus vite, ça c'est effectivement quelque chose en x2. C'est simple, et c'est pas complètement déraisonnable. De toute façon, il y a de l'arbitraire là-dedans. Hein. Je ne suis pas en train d'en dire plus que ça. M
f-1. Alors, on va prendre quelques petits exemples pour voir f de t égale c fois t. Donc ça fait m égale, on va prendre t, ça sera aussi simple à inverser. Allez, 1 sur c, lambda moins x2 plus. Alors ça a un nom, hein, c'est une distribution de probabilité semi-circulaire. Hein. Voilà à quoi ça ressemble. Bon. Vous voyez que si vous renforcez la version, f de t égale c t puissance alpha ou t puissance alpha, vous avez quelque chose qui ressemble à m égale lambda moins x2 plus à la puissance 1 sur alpha, si je ne m'abuse. Et donc vous pouvez mieux comprendre que si vous affaiblissez alpha, c'est-à-dire la version, vous faites passer alpha un peu plus petit. Ça change les lambdas, ben, vous allez avoir des choses qui s'étalent un peu plus. Donc au lieu d'avoir une distribution, je suis incapable, mais vous aurez quelque chose qui sera un peu plus étalé. Ça, c'est un alpha plus petit que 1. À l'extrême limite, c'est alpha égale à 0. Alpha égale à 0, c'est pas 1, c'est log t. Donc je devrais mettre 1 sur alpha. Donc c'est t puissance alpha, c'est puissance alpha log t. Donc vous pouvez toujours rajouter ou soustraire un moins 1. La limite quand alpha tend vers 0, c'est log t. Donc f de t égale log t. Eh bien, ce que vous avez, c'est une gaussienne. Donc, si votre aversion est logarithmique, l'équilibre est gaussien. Tout ceci, ça a du sens. C'est pas idiot. Et là, c'est l'exemple le plus simple que l'on puisse imaginer. C'est x2, des trucs séparés, et déjà, on peut faire des petits calculs explicites qui, je trouve, ça fait plaisir de trouver ça. Même si pour tout ça, pour savoir où on va mettre la serviette sur la plage, on se demande à quoi sert l'argent du contribuable. Hein. Bon, évidemment, en plus, ça ne sert même pas à vous aider à savoir où mettre la serviette. De toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour savoir où vous allez mettre votre serviette. Et puis ensuite, ce que ça permet de voir, c'est comment une population va s'installer, quel est le type de mesure qui peut apparaître si on croit à ce type de modèle. Donc, vous voyez bien que c'est pas, le but, ce n'est pas d'optimiser le comportement de vous et de moi, c'est de dire quel est le résultat du fait que vous et moi, on compte pas pour grand-chose dans notre société et que néanmoins la situation économique résulte de toutes les fourmis que nous sommes. Entre guillemets, pour simplifier. En tout cas, essayer de regarder des situations idéalisées de ce type. Et on va en trouver sur notre route un grand nombre. Non, pas du tout. J'utilise fourmi au sens d'être quelqu'un effectivement qui n'a pas de poids dans une situation globale. Que individuellement, la fourmi n'est rien face à la collectivité qu'est la fourmilière. Bien, alors donc ce que l'on a ici est effectivement complètement résolu. Bon, alors qu'est-ce que maintenant on peut dire sur ces problèmes d'optimisation? Pas beaucoup de choses en plus, on peut y passer encore beaucoup plus de temps, mais je crois que ça suffira. Résumons ce que nous avons vu aujourd'hui. Premièrement, nous avons vu, et c'est la première fois en 3 ans que je justifie vraiment complètement du début à la fin un passage d'un point de Nash à n joueurs à un équilibre continu. Et nous avons regardé l'existence, qui est, ça c'est un gros avantage du continu, l'unicité, non-unicité, qui s'obtient de manière assez générale sous des hypothèses qui sont maintenant raisonnables et pas des effets de granularité liés à un nombre fini de joueurs, qui créent de la non-unicité quasiment systématique. Et en plus, il y a dans les situations, ce qui n'est pas toujours le cas,
Dans les situations où effectivement on a cette compatibilité entre le critère et une certaine fonctionnelle, à savoir ça dérive d'un potentiel, à ce moment-là, on a la détermination beaucoup plus simple d'un équilibre par simple minimisation fonctionnelle. Et dans le cas qui nous occupe ici, cela devient quelque chose de totalement explicite. Bon, alors, on reverra un petit peu plus tard de tels équilibres. Hein, comment faire maintenant si, d'une certaine manière, là, il n'y a pas de temps. Même un problème aussi simple, mais quand je rajoute, maintenant je vais tenir compte de mon trajet. Hein, je vais me garer sur le parking et puis après je vais marcher sur la plage et je vais tenir compte de mon trajet. Daniel est déjà fatigué, hein, quelle idée de marcher sur la plage. Hein. Donc si je rajoute cette notion de trajet et en plus j'ai une étiquette qui est le temps de mon trajet, on va avoir un vrai problème. C'est presque le même problème, tout bête, hein, de mettre sa serviette sur la plage, mais on va marcher et on va compter la durée et la longueur du trajet. Bon, mais on reverra, on verra ça pour aller vers la dynamique. Alors, que vais-je faire dans les séances qui viennent? Ça, c'était donc une séance d'échauffement pour planter un peu le décor. Ce décor, que nous dit-il? Il nous dit que d'abord, effectivement, toutes ces histoires de fonctions symétriques qui tendent vers des fonctions de mesure, ça a du sens. Au sens où c'est bien quelque chose dont on avait besoin pour les Minfield Games, parce que je vous ai affirmé et assonné cela l'an dernier, mais enfin, c'était, quand je l'ai mentionné, c'était quand même un peu rapide. Donc je voulais commencer par tout de suite finir cela. En fait, quand j'ai fait le cours l'an dernier, je n'avais pas pensé à avoir un exemple aussi bête, hein, donc je ne pourrais pas vous le dire l'an dernier. Ceci, donc, effectivement, nous plante le décor, disais-je. Ce que nous allons voir assez systématiquement, c'est, dans un premier temps, ces passages à n tend vers l'infini, c'est-à-dire la suite logique du cours, pourquoi les Minfield Games ont les formes d'équations qu'elles ont, puis au passage, je traiterai également d'autres équations. Donc je commencerai la semaine prochaine par faire un peu de rappel sur le calcul différentiel avec une simplification majeure que j'ai trouvée après la fin du cours l'an dernier, qui permettra de faire ce qu'on faisait l'an dernier, mais aussi d'avoir un point de vue beaucoup plus simple. S'il me reste 10 minutes, je vais commencer à vous échauffer là-dessus dans la fin du cours, que vous ayez ça déjà un peu en tête pour la semaine prochaine. Donc, justification des équilibres de Minfield Games, et puis après, exemple, et puis étude mathématique des équilibres dynamiques, puisque la première année, je n'avais parlé que d'équilibres stationnaires, fondamentalement. Donc, voilà le programme. Déjà, ça fait beaucoup plus d'un an de cours, et en plus, si j'avais du temps, j'aimerais bien aussi vous parler de Minfield Games sur des états discrets, continus en temps, mais sur des espaces discrets. Auquel cas, ce que vous avez, ce sont des systèmes d'équations différentielles ordinaires. Et ces systèmes d'équations différentielles ordinaires, sur des horizons infinis, ont des structures extrêmement intéressantes en termes de systèmes dynamiques. Et les notions de stabilité associées à cela sont loin d'être évidentes. Donc, et puis on avisera, parce que les choses peuvent évaluer en fonction aussi des exemples qu'ils sont en train de nous fournir. Bob Lucas vient de nous envoyer, Bob Lucas, pour ceux qui ne sont pas des experts d'économie, est un célèbre économiste de Chicago qui a reçu d'ailleurs le prix Nobel d'économie et qui semble assez intéressé par ce genre d'approche, et il nous a envoyé un appel à l'aide pour faire justement un Minfield Game sur les derniers travaux qu'il fait. Et c'est très rigolo. C'est vraiment très rigolo. C'est comment les interactions sociales créent des améliorations de production qui créent de la croissance. Oui. Et il veut absolument rajouter des acteurs qui ont des possibilités de choix entre interagir avec les autres pour améliorer la production, pour améliorer leur capacité de production ou produire tout seul dans leur coin. Bon, et dès qu'on rajoute du contrôle et qu'on a une population, ben on a les Minfield Games. Donc et voir comment des taux de croissance naissent à partir de cela.
Donc ça, c'est un exemple, mais c'est assez rigolo. Si on arrive bien à nettoyer ça, je vous le raconterai, parce que ça ne devrait pas être trop compliqué mathématiquement. Normalement, on a mis en place des choses beaucoup plus lourdes que cela. Mais grosso modo, donc modulo les surprises que j'aurais envie de vous faire partager au fur et à mesure que les semaines passent. Ce que je voudrais commencer par faire, c'est effectivement justifier n tend vers l'infini. Pour ce faire, il va falloir que je vous rappelle, que je vous refasse un petit peu de calcul différentiel, mais en raccourci. Et le raccourci, c'est de dire, lorsque vous regardez une fonction un, qui est une fonction x1, xn, qui est symétrique, ce que je vous ai rappelé ce matin, c'est qu'on peut aussi regarder ça comme étant une fonction un de la mesure empirique. Ce que j'avais noté Mn ce matin. Donc là, on a la version E puissance n, et puis là, on a la version probabilité sur E. Et en fait, quand n tend vers l'infini, on a toujours le choix entre regarder des fonctions U qui sont des fonctions sur P2, sur les probabilités, ou l'analogue de ceci, qui n'est pas de regarder E puissance n, mais qui est de regarder les variables aléatoires, disons dans L2 si on est pour la bonne distance de Wasserstein, les variables aléatoires à valeur dans E. Et de dire qu'une fonction qui est continue sur P de E, je peux aussi la regarder comme une fonction sur L2, mais là, cette fonction est l'analogue de la symétrie, c'est de dire que U ne dépend que de la loi de M, que de la loi de la variable aléatoire. Ce qui est quand même aussi très très naturel en termes de fonctionnel pour beaucoup d'applications. Alors ça change tout parce que ici, et le calcul différentiel que je vous avais péniblement construit l'an dernier, en fait, modulo ces injections et ces équivalences, c'est le calcul différentiel de L2. Donc en fait, on va pouvoir travailler avec la compacité des probas et avec un calcul différentiel comme si on était dans L2. Et donc on va faire des EDP comme si on était en dimension finie. Parce que on va être dans des situations compactes, bien qu'en dimension infinie. Alors là, quel est le principe de dire soit des variables aléatoires, soit des mesures? C'est que vous regardez un point x1, xn, et vous avez symétrie. Bien, vous pouvez aussi bien dire c'est une mesure de proba, et j'ai 1 sur n, somme sur i de delta xi, ou vous pouvez dire c'est une variable aléatoire qui prend les valeurs x1, xn, avec des probabilités qui sont 1 sur n. Donc, regardez un NUplay, vous pouvez le regarder comme une variable aléatoire, comme une mesure, et dire que ça ne dépend que de la loi, évidemment, c'est bien dire que vous avez symétrie. Voilà. Donc, parce que la loi, c'est la mesure empirique. Donc, ces changements de point de vue, on va voir ce que ça entraîne. Et puis, je vous montrerai comment, effectivement, on peut justifier totalement, pleinement, les min-field games par passage à la limite quand n tend vers l'infini. Donc, premier temps du cours, quoi qu'il arrive, quelques séances sur la justification quand n tend vers l'infini. Et je voulais déjà vous signaler cette idée que je vais exploiter plus la semaine dernière et qui, au fond, consiste à dire une fonction de n variables quand n est très grand. On peut la regarder comme une fonction de mesure de proba, on peut la regarder comme une fonction sur les variables aléatoires, mais qui ne dépend que de la loi de la variable aléatoire. Alors, qu'est-ce que ça entraîne sur la différentielle? Qu'est-ce que ça veut dire? Le gradient, comment est-il? Bon, il y a de telles petites choses à dire que je vous raconterai rapidement. Et puis, ça sera le premier temps du cours, et puis après on verra, mais normalement, le second temps, ça sera vraiment, effectivement, d'étudier les équilibres dynamiques, comme je vous l'ai dit, et en particulier en gardant en tête cette histoire de
je vais aller mettre ma serviette, mais je vais tenir compte du temps et surtout de la longueur du trajet que je vais faire. Ok, bien écoutez, merci beaucoup et puis à vendredi prochain.